Chers étudiants et étudiantes, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la translation législative du principe constitutionnel de subsidiarité, on a déjà vu que le législateur a attribué aux collectivités territoriales 3 types de compétences. Les compétences propres, les compétences partagées avec l'État et les compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales. La traduction législative de ce principe au niveau communal s'est faite dans le cadre des attributions propres de la commune à travers une liste qu'on a déjà étudiée, la liste des compétences propres de la commune. On a dit que la commune a des compétences très importantes qui touchent la gestion du fait local de proximité, la gestion au quotidien des affaires qui touchent le plus proche les citoyens, les services publics communaux, et on a dressé même la liste des différents services communaux qui relèvent des attributions propres de la commune. On s'est arrêté aussi sur les nouveautés concernant le mode de gestion des services publics et on a dit que le législateur a orienté les autorités locales, notamment le conseil communal, à prendre des décisions de délégation de services publics au secteur privé à travers plusieurs techniques. On a parlé de la gestion déléguée à travers les contrats de gestion déléguée, la mise en place ou bien la création des SDL, les sociétés de développement local, mais l'idée générale qu'on a pu dénicher, c'est que le législateur a orienté les décideurs territoriaux vers la technique de la contractualisation. Donc, ces techniques de contractualisation ne concernent pas seulement les compétences propres de la commune, mais elles concernent aussi le transfert de compétences et aussi le partage de compétences. Ça, on va le voir au moment opportun. Mais pour revenir aux attributions des collectivités territoriales, je crois qu'on a déjà étudié, on a fait la liste, on a sillonné la liste des attributions propres de la commune. Maintenant, dans le cadre de cette séance, on va étudier les 2 autres types de compétences, notamment les compétences transférées et les compétences partagées. Concernant les compétences transférées, d'abord, c'est quoi une compétence transférée? C'est une compétence détenue par l'État et qu'il peut transférer si jamais les conditions nécessaires pour son exercice dans le cadre local sont réunies. Il peut transférer cette attribution à la collectivité territoriale. Le transfert change la nature de l'attribution et au lieu qu'elle soit une compétence étatique, elle devient une compétence propre à la collectivité territoriale. Donc, selon le principe de subsidiarité, l'État peut transférer aux communes des attributions dans des domaines précis par la loi. Et comme je vous ai dit la dernière fois, la loi relative à l'organisation communale, elle précise avec minutie les différentes attributions des collectivités territoriales et les modalités de leurs exercices. D'abord, nous avons la première compétence, c'est la protection et la restauration des monuments historiques et du patrimoine culturel, ainsi que la préservation des sites naturels. Deuxième compétence, la création et l'entretien des équipements hydrauliques. Donc là, nous avons 2 principales compétences étatiques qui peuvent être transférées par l'État aux collectivités communales. L'innovation dans le cadre de ces compétences transférées, c'est que le législateur a introduit des principes de transfert de compétences. C'est ce qu'on appelle les principes qui permettent le transfert de compétences. Le législateur a insisté sur 3 principes. Retenez bien ces 3 principes. C'est ce qu'on appelle les principes de transfert et de partage de compétences. Le premier principe, c'est le principe de progressivité. C'est quoi la progressivité? C'est que le législateur ne va pas attribuer, l'État n'est pas appelé à transférer en bloc les compétences étatiques aux communes, mais de façon progressive, à titre d'expérimentation. Le principe de différenciation veut dire tout simplement que l'État peut transférer une compétence à une commune et non pas à une autre. Donc le transfert ne se fait pas de façon généralisée à toutes les collectivités communales.
Le troisième principe est un principe fondamental actuellement dans la gestion de la chose publique locale, c'est le principe de contractualisation. Nous avons croisé les contrats dans le cadre des compétences propres entre les collectivités territoriales et le secteur privé, les contrats entre l'État et ses démembrements qui sont les collectivités territoriales de toutes sortes, que ce soit la commune, la province, la préfecture ou la région, ce qui rend la contractualisation la technique la plus sollicitée dans la gestion de la chose publique locale. Qui dit contrat, dit moins de réglementation, plus de négociations et un renforcement des relations équilibrées entre l'État et les collectivités territoriales. Donc là, ça concerne les compétences transférées. Pour les compétences partagées avec l'État, donc les compétences que l'État partage avec les communes, nous avons quelques attributions qui entrent dans des domaines qui concernent la gestion de la chose publique locale, notamment le développement de l'économie locale et la promotion de l'emploi, la préservation des spécificités du patrimoine culturel local et son développement, l'encouragement des investissements ainsi que la réalisation de l'infrastructure et l'amélioration des conditions de travail des entreprises. Là, on peut dire que la loi communale, la loi relative à l'organisation communale, dresse une liste considérable des domaines de la commune qui peuvent être partagés avec l'État et qui touchent des domaines, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, très importants de la gestion de la vie locale. Après avoir étudié les différentes attributions des collectivités territoriales qui reflètent cette translation législative, cette traduction du législateur du principe de subsidiarité, maintenant on va passer aux attributions du président du conseil communal et de son bureau. C'est ce qu'on appelle communément l'exécutif communal. Donc, les attributions sont énumérées dans les articles 82, de l'article 94 à l'article 109. C'est des attributions qui permettent le partage de ce pouvoir exécutif entre le président et son bureau, notamment les vice-présidents, ainsi que l'exercice du pouvoir délibératif par le conseil de la collectivité communale. Donc là, nous avons des attributions générales. Et quand on dit des attributions générales, c'est des attributions qui sont exercées par le président de façon générale et qui sont soumises à un pouvoir réglementaire général. Le président du conseil d'abord, il assure le pouvoir exécutif. C'est lui l'exécutif de la commune et par là, il a le droit de prendre toutes les décisions en exécution. Je parle des décisions réglementaires en exécution des délibérations. Il est aussi l'ordonnateur de la commune, ça veut dire qu'il peut ordonner donc la gestion des finances de la commune, les dépenses, etc. Le président de la commune, c'est lui qui préside le conseil communal, c'est lui qui prépare l'ordre du jour, c'est lui qui convoque les conseillers à la réunion, etc., etc. Donc, vous avez dans la loi toute une liste considérable des attributions qui entrent dans ce sens. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas les détails de la loi, mais la nature générale des attributions exercées par le président. Donc là, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur la loi, ni d'avoir une connaissance trop minutieux de ces composantes, mais quand même avoir une idée générale sur la nature des attributions exercées par le président. Donc, il est l'exécutif, il est l'ordonnateur, il préside le conseil, c'est lui qui représente officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, ça veut dire il représente la commune dans les cérémonies, dans les festivités, la vie civile, etc. Dans la vie administrative, c'est une autorité administrative parce qu'il chapeaute d'abord l'administration communale et il dispose du pouvoir administratif. Donc là, on peut dire que le président du conseil communal est une autorité administrative. Le président du conseil communal représente aussi le conseil dans la vie judiciaire. Il a le droit d'ester en justice, de représenter la commune devant les juridictions, etc.
Le président dirige, comme j'ai dit tout à l'heure, l'administration communale. Ça veut dire que c'est lui qui assure le pouvoir administratif et il est le supérieur hiérarchique du personnel communal et il veille sur les intérêts de la commune. Donc là, on va voir que là, je vous donne juste les grands traits des attributions et des compétences du président communal, mais la loi, elle détaille avec clarté les différents domaines d'intervention du président en tant qu'autorité exécutive et aussi en tant que pouvoir administratif et ses attributions en tant qu'autorité délibérative. Le président exerce aussi le pouvoir réglementaire et je me rappelle très bien qu'on a déjà définit ce que c'est que le pouvoir réglementaire. Les détenteurs du pouvoir réglementaire, que ce soit au niveau national ou bien au niveau territorial, ainsi que les modalités d'exercice du pouvoir réglementaire et les implications de ce pouvoir. Donc, le président du conseil communal exerce le pouvoir réglementaire à travers des arrêtés publiés dans le bulletin officiel des collectivités territoriales. Donc, les arrêtés pris par le président du conseil communal, par le président communal, reflètent la technique d'exercice du pouvoir réglementaire. Le législateur impose la publication de ces arrêtés dans le bulletin officiel des collectivités territoriales. Donc là, généralement, on peut regrouper les attributions générales du président communal en 4 blocs. D'abord, en tant qu'autorité exécutive, en tant que représentant de la commune dans la vie administrative, civile et judiciaire, en tant que supérieur, en tant qu'autorité administrative et aussi en tant que détenteur du pouvoir réglementaire. Maintenant, on va passer aux attributions spéciales du président communal. Donc, le président communal, à côté de ses attributions générales qu'il exerce en tant que président, en tant qu'exécutif, il agit dans des domaines spécifiques qui sont bien déterminés par la loi. Donc, la loi 113-14 a aussi déterminé les contours de l'exercice de ses attributions, de ses pouvoirs, ainsi que leurs limites. Et parfois, on va voir que ces pouvoirs sont partagés avec le représentant du pouvoir central au niveau communal, au niveau local, notamment le gouverneur. Dans le cadre des attributions spéciales du président communal, nous avons une compétence très importante, un domaine très important d'intervention du président, c'est le domaine de la police administrative. Donc, la loi précise que le président du conseil communal exerce des pouvoirs de police administrative par voie d'arrêtés réglementaires et de mesures individuelles. Donc, ces mesures de police administrative peuvent porter sur des autorisations, des injonctions, des interdictions dans les 3 grands domaines que vous connaissez tous en matière de maintien de l'ordre. Quand on dit maintien de l'ordre, ça tourne autour des éléments d'une trilogie très importante. D'abord, l'hygiène, la salubrité, la tranquillité et la sécurité. Donc, qui dit ordre public dit salubrité publique, tranquillité publique et sécurité publique. Donc, c'est quoi le pouvoir de police administrative? Bien sûr, pour expliquer cette question de police administrative, nous sommes appelés à évoquer des développements concernant le domaine de l'action et de l'intervention de l'administration, notamment le domaine du maintien de l'ordre. Et comme vous savez, la technique qui permet aux autorités locales de maintenir l'ordre, c'est d'abord prendre des décisions préventives aux troubles à l'ordre public. C'est ce qui met la police administrative dans la sphère de prévention et non pas de répression. La police administrative, c'est tout simplement l'ensemble des mesures, des décisions que peut prendre l'autorité administrative pour prévenir les troubles à l'ordre public. Ça peut aller dans le sens de décisions réglementaires
générales ou bien des décisions réglementaires spéciales. Des actes administratifs, donc répressifs, pardon, c'est pas répressif, préventif, qui permettent aux autorités administratives de prendre des décisions de maintien de l'ordre, ou ça peut être aussi des actes d'intervention qui permettent aux autorités administratives d'arrêter ou bien d'intervenir avant même les troubles à l'ordre public soient commis. Donc, les mesures, on va revenir à cette question de police administrative quand on va travailler sur l'action administrative de façon bien détaillée. Mais ce que vous devez retenir à ce stade-là, c'est que le président du conseil communal intervient en tant qu'autorité de police administrative. Il peut prendre des décisions réglementaires d'interdiction. Il donne des autorisations dans plusieurs domaines, notamment le domaine, par exemple, de l'habitat, des autorisations de construction, etc., en matière de sécurité, en matière de tranquillité et en matière de salubrité. Les interdictions vont dans le sens de renforcer le maintien de l'ordre. Donc, ce pouvoir de police administrative, comme vous savez, il est partagé avec le gouverneur. Et la loi, elle dresse une liste très importante de compétences, de domaines d'intervention du président communal en matière de police administrative, mais le gouverneur, il partage ce domaine-là, ce champ d'intervention avec le président en couvrant des domaines très importants en matière de police administrative. Donc, le président veille à l'organisation aussi de l'administration communale. C'est lui qui chapeaute, comme j'ai dit tout à l'heure, l'administration communale. Il a des pouvoirs en matière d'organisation de ses services. Et bien sûr, les décisions prises dans ce sens sont soumises à l'approbation, au contrôle du gouverneur en tant qu'autorité de contrôle administratif. Le président dirige les services administratifs de la commune. Il est le chef hiérarchique du personnel, comme j'ai dit, de la commune. Il gère le carrière de son personnel. Il veille sur la gestion de ses affaires et nomme à tous les emplois de l'administration de la commune. Là, on va voir que dans ce volet-là, les décisions prises par le président sont soumises à l'approbation de l'autorité du ministère de l'Intérieur. Il peut aussi déléguer sous sa responsabilité et son contrôle sa signature au directeur et au chef de division de la commune dans le cadre, bien sûr, de la gestion des affaires administratives. Là, on évoque une technique aussi qui permet au président du conseil communal de partager ses pouvoirs avec d'autres autorités. Et là, on parle de la technique de la délégation qui lui permet de déléguer sa signature au directeur de la commune ou bien au chef de division dans le cadre de la gestion des services administratifs. Là, comme vous savez, on parle de délégation de signature et non pas délégation de pouvoir. Et quand on parle de délégation de signature, ça veut dire que la responsabilité du président ne tombe pas. Donc, il reste toujours responsable des actes pris par les autorités auxquelles il a délégué le pouvoir de signature. Donc, après, on peut dire que le président aussi est un officier d'état civil selon les termes de la loi 113-14 et il peut déléguer aussi cette fonction au vice-président. Les vice-présidents, c'est des conseillers qui constituent le bureau et le président dispose de pouvoirs juridiques de leur déléguer aussi la signature pour l'exercice de certaines attributions. Notamment, donc, voilà le cas de l'état civil parce qu'il dispose de la qualité d'officier d'état civil. Le président n'a pas le droit, selon les termes de la loi, de déléguer le pouvoir de police administrative à ses vice-présidents. Là, je tiens à signaler que les domaines de délégation des pouvoirs du président, que ce soit au directeur ou bien au chef de division ou bien même ou bien au vice-président,
c'est des domaines qui sont bien précisés par la loi. Et le président n'a pas le droit de déléguer ou bien de faire une délégation ouverte de toutes ses attributions à ces personnes. Donc, il est tenu de rester fidèle aux termes de la loi, sinon se trouve soumis à un contrôle administratif, un contrôle de légalité qui permet au gouverneur de vérifier la conformité de ses décisions, la conformité de ses actes à la loi. Toujours dans le cadre des attributions spéciales du président du conseil communal, on trouve que le président dispose aussi de la compétence d'élaborer et d'exécuter le plan d'action communal, ce qu'on appelle le PAC. Donc le PAC, on a déjà défini ce que c'est que le plan d'action communal dans les séances précédentes. C'est un plan qui est préparé par le président et il est appelé à veiller à son exécution. Donc l'élaboration ainsi et l'exécution du budget dans le cadre de l'émission d'ordre de recettes et émission de mandat. Donc là, c'est des compétences qui entrent dans la sphère d'attribution spéciale du président. Parmi ces compétences spéciales, on peut aussi recenser la conclusion des contrats de marché public, par exemple, ou bien les contrats de fourniture, ou tout contrat qui engage la commune par rapport à ses partenaires. Donc, c'est le président qui conclut ces contrats, bien sûr. Il est épaulé par le bureau, par des spécialistes de son administration, et ces décisions sont soumises au contrôle administratif. Dans le domaine de l'urbanisme, le président exerce des missions très importantes et parfois ces missions, on peut les confondre avec le domaine de la police administrative parce que ça concerne des autorisations, des interdictions ou autres. Donc le président dans le domaine de l'urbanisme, c'est lui qui délivre les autorisations de construction, de lotissement, conformément bien sûr aux avis de l'agence urbaine et sous peine de nullité. Si ces décisions ne sont pas conformes aux avis de l'agence urbaine. Parmi aussi ses attributions, c'est qu'il délivre les permis d'habiter et les certificats de conformité. Donc là, vous avez une liste dans la loi trop longue qui concerne les compétences du président. Donc là, on peut dire généralement que le président du conseil communal dispose de deux types d'attributions. Les attributions générales qu'il exerce en tant que président du conseil. Donc là, on a parlé de son pouvoir exécutif, son pouvoir financier, on a parlé de la présidence du conseil délibératif, etc., etc. Et après, il a des compétences spéciales qui ne sont pas soumises à l'approbation ou bien au vote du conseil communal, des compétences qui entrent dans des champs spécifiques, notamment le domaine de la police administrative, le domaine de la gestion de l'administration communale, le domaine de l'urbanisme, le domaine de contractuel, etc. Donc là, après avoir étudié le président, les attributions du président du conseil communal, on va s'arrêter aussi un petit peu sur le statut de l'élu. D'accord ? Donc, concernant le statut de l'élu, c'est quoi le statut de l'élu? Le statut de l'élu, c'est tout simplement l'ensemble des droits et des obligations qui sont énumérés dans la loi relative à l'organisation communale et qui sont accordés à l'élu pendant la durée de son mandat. D'accord? Donc, tous les élus, une fois arrivés au pouvoir communal, une fois l'achèvement des élections, ils se trouvent devant des obligations et des avantages. Bien sûr, les obligations les imposent à des normes qu'ils doivent respecter, sinon ils se trouvent soumises à des sanctions, si on veut dire entre guillemets, des sanctions juridiques bien déterminées dans la loi. Et ils ont aussi des avantages qui leur sont accordés pendant la durée de leur mandat.
Donc, ce statut tend vers, selon la dernière révision de la loi relative à l'organisation communale de 2015, notamment la loi 113-14, on constate que ce statut il a évolué vers plus de professionnalisation de la fonction élective locale. Ça veut dire qu'on a essayé de responsabiliser l'élu local, qu'on le met devant ses responsabilités électives pour qu'il respecte son mandat et pour qu'il exécute les dispositions de la loi telles qu'elles sont bien énumérées dans le cadre législatif. Donc, c'est généralement ce qu'on peut dire par rapport à la définition du statut de l'élu. C'est l'ensemble des obligations et des avantages accordés à l'élu local pendant la durée de son mandat. Donc, quand on parle comme j'ai dit tout à l'heure, du statut de l'élu, droit et obligations, ça nous permet devant des autorisations et des interdictions. Donc, et aussi des avantages. Les élus sont autorisés à faire des choses, sont interdits d'intervenir dans des domaines ou bien de commettre des actes qui sont prohibés par la loi, et ils sont protégés par des normes juridiques leur permettant de bénéficier aussi d'avantages. On va voir des avantages financiers, des indemnités, etc. Bon, je vais m'arrêter là au cours de cette séance. La séance prochaine, Inch'Allah, on va commencer les développements concernant le statut de l'élu.